Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois d'août. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game. Mon nom est Martin Lafrenière, je suis de la chaîne YouTube de la Zone Jeux de Société et aussi du podcast de l'autre côté du plateau. Vous savez que David a un excellent podcast avec un board game presque parfait. Mais moi aussi, j'en fais un avec mon ami Martin Montreuil, que vous voyez aussi donc dans les coups de cœur du mois. Alors, on a parti un podcast il y a quelques temps qui s'appelle Podcast de l'autre côté du plateau. Alors, je vous invite à aller y faire un tour. Mais là, je ne suis pas là nécessairement pour vous faire de la grande publicité de ma chaîne, mais pour vous parler de mon coup de cœur du mois, parce que peut-être que ça peut avoir un impact dans votre décision pour des achats ou pas, dépendamment de vos intérêts. Et de mon côté, ce mois-ci, je dois vous avouer que je ne suis pas certain que ça va nécessairement toucher. En tout cas, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on peut le retrouver en magasin. Parce que dans ma tête, c'est un vieux jeu, c'est pas un nouveau jeu. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est un jeu que je n'aurais pas mis sur cette liste originalement quand j'ai joué pour la première fois. Ma première partie j'étais resté sur mon appétit par rapport à ce jeu-là, puis j'ai rejoué pendant le mois d'août cette année. J'ai joué à sa version de base et à son genre de standalone expansion. Alors, je vous parle ici de Nemesis. Alors oui, je parle de Nemesis, le jeu de base, ou de Nemesis Lockdown. Deux jeux que je n'ai pas en ma possession. Malgré ma très grande ludothèque, je n'ai ni un ni l'autre des Nemesis. C'est pas grave, je ne me les procurerai pas parce que j'ai mon ami Stéphane qui a l'original, puis mon ami Patrick. Stéphane a les deux, l'original et Lockdown, puis mon ami Patrick a les deux aussi. Nemesis, c'est un jeu très thématique. C'est Alien, dans le fond, de board game. Le jeu parfait d'Alien, c'est un jeu où on va incarner un membre d'équipage, soit du vaisseau spatial ou bien sur une base pour Lockdown. Et le but, c'est qu'on va avoir un objectif personnel à accomplir. Alors, c'est pour ça que c'est un jeu qui est semi-coopératif, parce qu'il faut absolument réussir notre objectif personnel, mais notre objectif personnel peut peut-être être à l'encontre des objectifs des autres joueurs. Alors, c'est ce qui fait qu'on s'entraide, mais on se regarde avec un œil un petit peu, là, on ne fait pas confiance nécessairement à nos amis qui sont à côté de nous. C'est un jeu essentiellement de cartes où on va avoir un deck de cartes qui va nous permettre d'accomplir des actions. On va se déplacer sur un magnifique plateau et avec aussi de magnifiques figurines. Et lorsqu'on va se déplacer, on va dévoiler des nouvelles pièces qui vont nous permettre de faire des actions. C'est un jeu qui est terriblement thématique. Je ne sais pas pourquoi la première fois, je n'étais pas nécessairement tombé en amour avec le jeu. Je pense que c'est parce que je ne comprenais pas nécessairement tous les éléments du jeu. Puis je pense qu'après y avoir joué 2 autres fois et avoir compris encore plus comment les règles fonctionnent, je suis vraiment tombé en amour avec ce jeu-là. Je vous dirais que j'ai une petite préférence pour Nemesis Lockdown, parce que Nemesis Lockdown, on a rajouté quelques petits éléments, mais pas trop, mais juste petits éléments comme un genre de plateau de recherche. Puis aussi le concept dans Nemesis Lockdown, on est sur une station sur la planète Mars. Mais là, il y a aussi de l'électricité. Fait que des fois, on va avoir des Night Stalkers cette fois-ci. Fait que s'il n'y a pas d'électricité sur notre étage, les Night Stalkers vont être beaucoup plus agressifs que s'il y a de l'électricité. Donc, il faut travailler ensemble pour mettre donc de l'énergie dans notre base ou en enlever peut-être pour faire du mal à nos adversaires, dépendamment de nos objectifs. C'est vraiment cool. Magnifique figurine. Je vous dirais que c'est un des excellents jeux de Awaken Realm. Et en tout cas, je ne dis pas que Awaken Realm ne fait pas des bons jeux, mais Awaken Realm, pour moi, c'est une compagnie qui fait toujours quelque chose qui, comment dire, il crée des jeux extraordinaires qui sont toujours un petit peu ralentis par quelque chose dans le jeu. Tented Grail, c'est les menhirs. Etherfields, je trouve que la partie sur les songes ralentit beaucoup le rythme, mais ça reste qu'ils ont quand même des jeux de qualité. Et pour moi, Nemesis, c'est un jeu qui est pratiquement parfait. Je dis pratiquement parfait parce que le livret des règles, encore une fois, n'est pas nécessairement facile à manipuler et à passer au travers. Voilà, mesdames et messieurs, c'est mon coup de cœur du mois, donc Nemesis.
Alors, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Puis imaginez-vous donc, on va se voir au mois d'octobre pour vous parler du mois de septembre. Je vous souhaite un excellent mois. Bye bye tout le monde. Bonjour tout le monde, ici Jean-Philippe de la chaîne de Board Game Québec. De mon côté, mon coup de cœur pour le mois d'août 2022, je suis retourné dans un plus vieux jeu qui date de 2019-2020. Cooper Island, c'est un client qui m'a parlé de ça à la boutique et ça m'a vraiment grandement intrigué le fait que c'est un jeu avec pratiquement peu de chance. Étant fan de jeux de ce style-là, Ultimate Railroad, pour ne pas le nommer, et Cooper Island m'était présenté de cette façon-là. C'est un jeu dans lequel on va devoir développer notre île, et lorsqu'on développe notre île, bien, on va aussi amasser des points de bateau. Les points de bateau vont nous permettre d'avancer sur la piste, et c'est principalement les points qu'on va faire. On va aussi aller justement acheter des bateaux de marchandises, livrer des marchandises sur des bateaux de marchandises. On va aussi faire des bâtiments. Donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qu'on va faire au cours de la partie. Explorer notre terrain puis aller chercher des ruines pour faire des statues sur notre île. La particularité aussi pour les ressources, c'est vraiment intéressant, c'est lorsqu'on place de nouvelles tuiles, bien, on les place en hauteur, on peut les placer aussi au premier niveau, mais chaque niveau nous donne une ressource supplémentaire. Fait que si j'ai une tuile au niveau 3 et que j'ai une nourriture dessus, bien, la nourriture vaut 3 nourritures. Donc, on va produire comme ça des ressources assez rapidement pour réussir à construire les différents éléments. C'est un placement d'ouvriers et on a deux types d'ouvriers. Les ouvriers ronds qui sont des ouvriers simples et les ouvriers spéciaux qui permettent d'avoir des actions beaucoup plus fortes, mais il faut aller les débloquer durant la partie. Le concept aussi, c'est qu'on va aller profiter de certains bonus des autres joueurs en avançant sur la piste de points. On traverse d'une île à l'autre, c'est ça la piste de points, c'est ce qui est assez particulier. Chaque fois qu'on franchit 5 étapes aussi, ça nous donne un petit bonus également qu'on va pouvoir garder avec nous. Il y a un mode solo aussi super intéressant contre Cooper, qui est vraiment pas facile, plusieurs niveaux différents de difficulté. Il va faire aussi également des points, donc on se bat vraiment contre un automa. Ça a été vraiment un véritable coup de cœur pour moi. J'ai enchaîné 2 parties de suite solo. Ensuite, le lendemain, sur le lendemain, je suis allé jouer avec mes amis aussi, mon groupe de joueurs. Ils ont vraiment apprécié aussi. Et là, je suis prêt à y rejouer très prochainement. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Cooper Island, je m'en vais dans des plus vieux jeux, mais plus vieux, on s'entend, c'est 2-3 ans. Donc, c'est mon coup de cœur pour le mois d'août 2022. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois. Alors premièrement, merci beaucoup David pour cette belle tribune. Je sais que pendant les derniers mois, je n'ai pas été très assidu avec mon segment, mais là, je suis de retour et on va l'espérer pour être là à chaque mois parce que c'est un segment que j'adore visionner également. J'aime ça voir un peu les jeux de tous les intervenants. C'est le fun, ça donne une espèce de vision ludique d'un peu tout le monde et ça permet de pouvoir découvrir des petits jeux. D'ailleurs, mon choix pour mon coup de cœur du mois, ce n'est pas un jeu qui a un gros buzz présentement parce que c'est pas un jeu qui vient tout juste de sortir. C'est un jeu qui est sorti, je crois, l'an dernier avec pas trop de vagues, mais pour ma part, je viens de le découvrir et j'adore. Le jeu, c'est Ascension Tactics Miniature Deck Building Game. Donc, premièrement, je tiens à vous dire, j'ai la version magasin qui ne contient aucune miniature. C'est des standees. Je suis parfaitement OK avec ça. Et là, vous êtes Ascension. Je connais ça, ce jeu-là. Ben oui, Ascension est un deck builder qui existe depuis un bon moment déjà. Et je dirais que Ascension Tactique reprend essentiellement la base d'Ascension, mais rajoute un plateau de jeu. Et là, on va devoir commander des personnages pour les déplacer sur le plateau de manière à pouvoir aller attaquer les autres joueurs, mais surtout de se positionner pour pouvoir aller chercher des points de victoire. Et ces points de victoire-là vont être nécessaires parce que c'est comme ça qu'on va gagner. Donc, à la base, c'est Ascension, le deck builder que vous connaissez, une rivière de cartes. On va acheter des cartes avec de la monnaie qu'on va avoir. On va pouvoir acheter d'autres cartes. C'est exactement la même chose. Mais les points d'attaque vont servir pour pouvoir commander les monstres les personnages sur le plateau de jeu et les déplacer. On va pouvoir aller chercher des coffres, aller attaquer les autres justement et faire ces très précieux points de victoire-là. Alors, je tiens à dire que la première fois que j'avais regardé ce jeu-là, je me dis ok, ça a l'air bien, mais bon, sans plus, je m'étais pas trop attardé à ça. Mais là, j'ai fait le move, j'ai décidé de l'acquérir et sérieusement, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Le jeu vient avec une tonne de scénarios. J'ai fait seulement le premier scénario quelques fois à date, donc c'est certain que j'ai même pas encore exploré tout ce que le jeu a à offrir. Donc, c'est un jeu qui se joue également de 1 à 4 joueurs. On peut jouer en équipe, il y a un mode free-for-all,
Il y a également un mode solo, un petit mode campagne aussi que je n'ai pas essayé encore. Et là, je sais, bon, la version Kickstarter peut venir avec une tonne de contenu, des miniatures, mais moi, je suis très satisfait de la version magasin, même que le jeu de base, sans même rajouter aucune extension, il n'y en a pas encore de toute façon, est vraiment, vraiment super. Donc, si vous aimez les deck builders et les petits jeux de combat d'escarmouche comme ça, le jeu réussit à unir vraiment, vraiment les deux. Ascension Tactique, c'est mon coup de cœur du mois. Oh, Internet! Bonjour Pierre-Louis pour Etu Game. Et aujourd'hui, mon coup de cœur pour le mois. Ça a été un gros mois. Beaucoup de choses se sont passées. Mais le jeu auquel on a le plus joué à la maison, il s'agit de Splendor Duel! Oui, c'est comme une version 2 joueurs du classique jeu Splendor. Un jeu que j'avais un peu sous-estimé. Je pense que les seules fois où j'avais joué à Splendor, c'était avec des gens qui savaient mieux jouer que moi. Et je trouvais ça très dur de me tailler un chemin vers la victoire, quand des gens étaient plus habitués de voir les chemins qu'il faut parcourir pour acquérir les bijoux, pour gagner. Mais dans cette version-là du jeu, donc on a encore des joailliers. Toujours, on a des cartes pierres précieuses, on a aussi les mêmes jetons pierres précieuses. Mais on a une petite grille, un plateau au centre qui représente... c'est là où on met tous les jetons pierres précieuses. Et une des options qu'on peut faire, c'est prendre jusqu'à 3 pierres précieuses adjacentes, soit dans une ligne, une colonne, une diagonale. Fait que déjà là, il y a un petit puzzle spatial qui est rajouté dans la version 2 joueurs qui est intéressant. Tu peux toujours réserver une carte en prenant un jeton or. Tu peux toujours acheter des cartes développement, ça reste, ça demeure. Mais ce que j'ai vraiment aimé aussi de la version 2 joueurs, c'est qu'il y a 3 façons de gagner la partie. Tu peux être le premier joueur à avoir 20 points de prestige à travers tes cartes achetées en cours de partie. Tu peux être celui qui a 10 couronnes. Donc, il y a des cartes qui ont des couronnes et qui vont peut-être te permettre de gagner l'influence avec des gens de la famille royale. C'est vraiment chouette. Et finalement, tu peux aussi être le joueur qui a 10 points de prestige dans une collection de cartes. Donc, si tu as 10 points de prestige avec les rouges, boum, tu gagnes! Fait qu'il y a aussi des courses à gagner, des majorités dans certaines couleurs. C'est vraiment intéressant. Ça m'a fait redécouvrir ce classique-là. Je sais pas quand est-ce qu'il va être disponible. Je sais pas. Mais c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça. On a joué et rejoué avec ma fille de 7 ans, qui demandait sans cesse des revanches parce que je gagnais. Je pense pour ça que j'aime ça plus que j'avais ça dans le temps. Mais oui, vraiment, j'ai adoré la version 2 joueurs qui devrait être sur le marché éventuellement. Fait que voilà, c'était mon coup de cœur pour le mois. À vous les studios. Notre jeu découverte du dernier mois, c'est la Cathédrale Rouge. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties environ 80 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Le but, c'est de construire une cathédrale. En fait, ça va être le joueur qui participe le plus à la construction de la cathédrale. Fait que c'est un jeu qui a une belle interaction entre les joueurs. Puis, il y a plusieurs petites mécaniques vraiment le fun. Juste pour la gestion de ressources, c'est selon le dé qu'on prend, on peut le déplacer sur le plateau circulaire. Puis, selon le nombre de dés qui est dans une section, ben là, on va pouvoir gagner des ressources. Fait que il faut bien planifier nos choses. Puis l'autre aspect que j'ai aimé, c'est que pour faire les points en fin de partie, c'est selon chaque colonne de la cathédrale, puis selon si la colonne elle a plus d'ornements, plus qu'il y a de sections qui est construite, plus qu'elle va rapporter de points, mais c'est seulement le joueur qui a plus participé dans la colonne qui va gagner le maximum de points. Donc, il faut vraiment bien planifier nos choses, se positionner aux bons endroits, au bon moment pour faire le maximum de points. J'ai vraiment aimé ça. C'est une petite boîte, mais avec un bon contenu très, très stratégique. C'est la Cathédrale Rouge. Bonjour tout le monde, ici Eric de Passion Geek et mon coup de cœur ce mois-ci, il s'agit des ruines de Narak. Donc, pourquoi c'est mon coup de cœur? Tout d'abord, je vous explique un peu le concept du jeu. Donc, vous êtes des explorateurs et vous découvrez l'île de Narak et vous allez devoir mener une expédition sur cette île-là. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs et on doit calculer environ une trentaine de minutes par joueur pour une partie. Quand on est un peu plus expérimenté, au début, je dirais environ 45 minutes par joueur pour les 2-3 premières parties. Donc, qu'est-ce qui m'a plu de ce jeu-là? En fait, premièrement, la qualité du matériel. Donc, tous les jetons de ressources, les cartes aussi, le plateau. Donc, je trouve que c'est très bien fait, c'est de très bonne qualité. Aussi, là, la thématique des explorateurs, donc ça rappelle un petit peu Indiana Jones. Donc, on va sur cette île-là, on doit faire différentes actions. C'est un thème que j'ai trouvé très intéressant et que j'ai pas souvent exploité là, dans mes jeux de société. Donc, j'ai trouvé ça le fun de retrouver ça dans les ruines de Narak.
Ensuite, un autre aspect intéressant par contre que j'ai pas expérimenté, c'est qu'il y a un mode solo. Donc quand les jeux ajoutent là, des modes solo, je trouve ça toujours super le fun. Par contre, comme je vous dis, j'ai pas eu la chance de l'expérimenter. Là, jusqu'à date, j'ai joué seulement des parties à 2 joueurs. Par la suite, je dirais que les mécaniques et la variété des actions qu'on peut faire là-dedans, ça apporte un gros plus pour moi. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut explorer des sites, on peut juste en visiter, on peut acheter des artefacts, des objets, on peut faire de la recherche. Donc, on a aussi des actions principales et des actions gratuites qu'on peut faire. Donc, on doit jongler avec ça. On peut faire une action principale à notre tour et une infinie d'actions gratuites, ce qui fait qu'on doit là, réfléchir pour justement optimiser notre tour de jeu et préparer le prochain. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Malgré là, toutes les cartes et le matériel qu'il y a là-dedans, ça peut sembler quand même assez complexe. Par contre, on a trouvé que le jeu était somme toute assez simple à comprendre. Donc, si vous avez un peu d'expérience dans les jeux de société, la courbe d'apprentissage se fait super bien. Une fois qu'on a fait une partie, là, on comprend, puis on est capable là, d'optimiser nos tours et vraiment là, de faire de plus en plus de points. Donc, un jeu qui peut faire peur de prime abord, mais qui est quand même assez simple. Et ce qui est le fun aussi, c'est que le plateau de jeu principal a un côté réversible. Donc, quand vous sentez que vous avez exploré là, le plateau principal, ben c'est ça, vous pouvez le tourner de bord pour vos prochaines parties et c'est un petit peu différent. Par contre, il y a quelques petits points négatifs que je vous dirais par rapport à ce jeu-là. Premièrement, le temps que ça prend pour placer le jeu, c'est quand même assez long. Il y a plein de choses à mettre. Donc, c'est pas je sais pas une demi-heure, là, mais c'est peut-être une dizaine de minutes là, pour placer le jeu, placer tous les éléments, 10-15 minutes, je dirais. Donc, assurément, là, il n'y a pas d'organisateur qui vient avec. Là. Du moins, moi, je les loue à la bibliothèque, puis tout est dans des ziplocs. Donc, c'est sûr que là, se faire un petit organisateur ou quelque chose du genre, là, ça viendrait augmenter la vitesse de placement. Ensuite, le prix, pour moi, là, ben, c'est ça la balance, en fait. Là. Je vous ai dit que le matériel est de qualité. Par contre, le jeu se détaille à près de 100$, un petit peu plus que 100$ là, pour la version française, fait que c'est quand même assez dispendieux. Par contre, vous avez du matériel de qualité, donc ça va ensemble. Et finalement, ben, j'ai fait peut-être 5-6 parties là, jusqu'à présent. J'ai l'impression que c'est un peu toujours la même stratégie là, qui me permet de gagner. Donc, est-ce qu'avec d'autres joueurs, c'est sûr, j'ai toujours joué là, avec ma conjointe, mais est-ce qu'avec d'autres joueurs, ça serait différent? Ça serait à voir. Mais jusqu'à présent, j'ai l'impression que la même stratégie me permet souvent là, de gagner. Donc, c'est ça. Mais somme toute, là, c'est un très, très bon jeu. Je vous le remontre comme c'est ici, les ruines de Narak. Ça a été mon coup de cœur pour le mois. Donc, sur ce, je vous dis merci et on se revoit bientôt. Salut! Donc, bonjour à tous, c'est Elsa de la chaîne Ludipsy Santé Mentale et Ludification. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur du mois. C'est un jeu que j'ai eu le plaisir d'essayer avec Sophie de la chaîne Mix Deal et il s'agit du Kickstarter Return to Dark Tower. C'est un jeu coopératif, je dirais, de niveau assez difficile, horreur, donc des choses pas très joyeuses qui se passent et on joue contre, bien sûr, The Dark Tower qui nous envoie des monstres, des maléfices, des problématiques naturelles comme ci, comme ça. Donc, qu'est-ce qui est très intéressant dans ce jeu et qui est assez innovant, c'est la tour, qui est un bel assemblage en fait de jeux de plateau et de technologie. Donc, c'est une tour interactive, intelligente, qui interagit avec une application sur son cellulaire. Donc, on interagit avec la tour interagit avec nous, donc elle nous envoie des têtes de mort, elle nous fait vivre des missions difficiles, elle tourne, elle s'illumine, elle fait de la musique. Bon, c'est très, très interactif, très immersif comme jeu, ce qui fait en sorte que c'est intéressant autant pour les plus jeunes que les plus grands, les joueurs coop intermédiaires expérimentés. C'est un jeu, comme j'ai nommé, que le niveau de difficulté est assez grand, donc il ne faut pas avoir peur de vivre des échecs et de recommencer et faire de son mieux. J'ai joué à 2 et à 3 joueurs. Dans les deux versions, c'était très intéressant. 2 joueurs un peu plus difficiles, je dirais. Donc, c'est mon coup de cœur. Je vous invite, si jamais vous avez la chance de l'essayer ou éventuellement de l'acheter lorsqu'il va être disponible. Prévoyez-vous un petit budget, 200-300$ pour vous procurer ce jeu, mais ça en vaut bien la peine. Donc, Return to Dark Tower, qui est mon coup de cœur du mois. Salut tout le monde, Mathieu de On Joue-tu. Mon gros coup de cœur pour le mois d'août, c'est le tout petit jeu Fantasy Realms. Quand je dis tout petit, c'est qu'il est encore plus petit à l'intérieur de cette boîte-là.
regardez la petite boîte. Donc voilà, Fantasy Realms, c'est un jeu qui rentre littéralement dans votre poche. C'est un jeu de cartes où vous allez devoir... Je sais pas pourquoi je les sors, je pense que vous me croyez que c'est un jeu de cartes. Donc c'est un jeu où vous allez avoir 7 cartes en main. À votre tour, soit vous piochez une carte sur la pioche, ou vous en prenez une dans la défausse, s'il y en a dans la défausse. Vous regardez toutes vos cartes en main, et vous en rejetez une dans la défausse, et c'est tout. C'est tous les règles que vous avez besoin de savoir. C'est un jeu qui est extrêmement facile au niveau des règles, mais qui est extrêmement difficile au niveau des choix qu'on va faire. Donc, ce que je viens d'expliquer est très simple en effet, mais de dire est-ce que je jette celle-ci ou celle-là, parce que toutes les cartes ont des valeurs en haut à gauche, et puis en plus de ça, ils ont un texte qui va soit dire un malus ou un bonus. Donc, bien sûr, plus une carte vaut des points en valeur de base, plus il y a des chances qu'elle va vous rapporter des malus. Et à l'inverse, plus une carte vaut pas beaucoup de points, plus il y a de chances qu'elle vous donne des gros bonus. Donc, il faut essayer de trouver la meilleure combinaison de cartes en main pour qu'à la fin de la partie, c'est nous qui ayons le plus de points. C'est un jeu qu'une fois qu'on connaît les règles, franchement, les parties durent, je pense, 10 minutes. C'est un excellent filler game. Si vous êtes avec un groupe d'amis, vous vous préparez pour une longue soirée jeu, peut-être entre deux jeux, juste pour un peu discuter. On sort les cartes, ça tourne très bien. En plus de ça, il y a une petite extension qui vient de sortir, donc le Trésor Maudit, qui encore une fois est aussi dans une toute petite boîte comme ça qu'on peut rentrer dans la boîte de base. Et puis, ça rajoute des nouvelles cartes, des nouvelles familles et des objets perdus, donc une nouvelle façon un peu de faire des points ou potentiellement de faire des actions qui vont vous enlever des points. C'est un jeu qui est sorti en 2017, mais qui bizarrement commence à faire un buzz maintenant dans le monde francophone parce que ça a été très long avant qu'on ait une version française. Et de ce que j'ai entendu dans mes commentaires sur ma vidéo de la semaine dernière, apparemment au Québec, il n'est pas encore arrivé, il est dur à trouver. Peu importe, quand vous voyez ce jeu-là, malgré le fait qu'il est vraiment pas beau, qu'il est très moche, il est extrêmement addictif et puis un bon petit casse-tête. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple. Il me fait plaisir ce mois-ci de vous présenter mon coup de cœur du mois d'août dans le cadre des coups de cœur du professeur Board Game. Alors merci beaucoup à David de m'avoir invité. Je veux vous parler d'un jeu que j'ai joué récemment, un jeu que je ne connaissais pas, L'Insondable. L'Insondable, c'est un jeu où il y a des traites, c'est un remake, entre autres, de Battlestar Galactica. Alors, c'est un jeu où vous devrez faire une traversée sur l'Atlantique pour vous en venir ici en Amérique, à Boston, et vous devrez survivre parce que peut-être qu'il y aura des traites, peut-être qu'il y aura des monstres. Alors, c'est un jeu qui a des petites figurines, alors quelque chose que d'habitude, je ne recherche pas dans les jeux. Je suis pas très figurine, je suis pas très peinture de figurines en général. Je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais moins maintenant. Mais vous avez de très grosses figurines dans ce jeu-là. Alors, la Mère Hydra, le Père Dagon... Alors, vraiment de très belles figurines. Et c'est un jeu où il y a des traites. Alors, c'est un jeu qui, au début de la partie, peut-être qu'il y aura un traite parmi les joueurs. Au milieu de la partie, d'autres cartes seront distribuées avec des nouveaux rôles. Alors, peut-être qu'il se rajoutera un deuxième traite dans le lot. Et il faut vraiment tenter de survivre et d'arriver à bon port à Boston. C'est un jeu que j'ai joué il y a quelques semaines dans une boutique à Québec où j'étais invité. Entre autres avec Martin Lafrenière de la zone du jeu de société et de Jean-Philippe qui tient la boutique La Pioche. Alors, j'étais bien content de l'essayer ce soir-là avec des gens qui connaissaient ce type de jeu-là, parce que moi, c'est vraiment pas dans ma tête. Je suis vraiment plus un Eurogamer en général. Et j'ai bien apprécié. C'est un bon jeu. Les actions sont simples à apprendre. Ça a pris quelques tours et déjà, on savait quoi faire. On avait une bonne idée de comment. Et depuis le début, moi, j'étais un traître. J'ai eu beaucoup de difficultés à ce que ça paraisse pas. Mais à un moment donné, il y a une trop belle action qui est arrivée et sans me dévoiler, j'ai dû faire cette action-là quand même pour pouvoir amener et finir le jeu. Et heureusement, avant que mon tour revienne, un autre traître s'est manifesté et a donné le coup de grâce. Alors on a gagné. On a gagné en étant des félons. Alors c'était très 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 amusant. Je vous le recommande. Mon coup de cœur du mois d'août, L'Insondable. Salut les gamers, c'est Sam de Board Game Duel. Aujourd'hui, pour mon coup de cœur... Sam? Ah oui, c'est vrai. Ah. Donc, mon coup de cœur, c'est le jeu Lord of the Rings, Journeys in Middle-earth, ou Le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. C'est un jeu que j'avais essayé quand on l'avait acheté, il y a 1 an environ, puis que je l'avais pas aimé à moitié autant qu'il le mérite. Donc on avait joué une fois ou deux, on avait fait « Ah, c'est correct, c'est le fun, mais sans plus ». Puis là, récemment, on l'a ressorti en préparation à un épisode du podcast. Puis après, on a littéralement dévoré la campagne en quelques semaines. Donc, c'est un jeu de type
dungeon crawl, mais plus axé sur l'exploration. On va se choisir un personnage, qui peut être un personnage connu de l'univers de Tolkien, ou il y a des personnages qui ont été créés spécifiquement pour le jeu. Et on va se lancer dans une campagne qui dure plusieurs scénarios et qui est gérée par une application. L'application est vraiment très bien réussie, pas trop intrusive, on a vraiment l'impression de jouer à un board game plutôt qu'à un jeu vidéo. Et la trame narrative de la campagne est vraiment très bien réussie, l'écriture des scénarios et de l'histoire est super bonne. À différents moments dans la campagne, on va avoir des choix à faire, et ces choix-là, et aussi, si on gagne ou on perd, en fait, on va continuer de progresser, mais ça va avoir un effet sur les scénarios futurs de la campagne. Donc ça, c'est très cool. Mais mon aspect préféré du jeu, c'est vraiment comment on peut personnaliser notre personnage. Donc, on se choisit un personnage, on se choisit une classe, puis on va, dans le fond, se bâtir un deck de cartes à partir de ces classes-là. Puis c'est possible de multiclasser, donc d'avoir un Gandalf qui est Meddler et Gardien, par exemple. Donc, on peut vraiment aller personnaliser, spécialiser notre personnage pour fitter avec notre style de jeu préféré. Et c'est un aspect qui est vraiment cool dans le jeu. Donc, voilà pour mon coup de cœur de ce mois-ci. À la prochaine! Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Je remercie encore une fois David de m'inviter dans ce segment pour vous parler de mon coup de cœur de ce mois-ci qui est Bestial en guerre. Bestial en guerre, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Il faut savoir que j'en attendais pas grand-chose parce que pour moi, dans le speech, il ressemblait pas mal à Kenjin, dans le sens où on va s'affronter de part et d'autre de théâtre, et ça m'inspirait pas vraiment plus que ça. Ce qui fait que c'est mon gros coup de cœur, c'est que je me suis pris une claque ludique. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience. Les parties sont super fluides, tout est noté sur les cartes, et la manière dont on va les agencer va permettre de déclencher des effets, contrer les attaques de notre adversaire, l'embêter et donc l'empêcher potentiellement de remporter la bataille. Dans Bestial en guerre, vous allez vous affronter donc sur 3 théâtres différents, sur lesquels vous allez placer des cartes de votre côté, et en appliquer l'effet immédiatement. Il y a des cartes qui vont vous permettre de retourner les cartes de votre adversaire ou les vôtres si ça vous arrange. Il y a des cartes qui vont permettre de donner plus de force à vos propres cartes. Il y a des cartes qui vont vous permettre de supprimer complètement des cartes de l'adversaire. Bref, il y a une panoplie de choix assez incroyable. Vous avez 18 cartes différentes de 3 couleurs. Il faut savoir qu'à chaque partie, on va uniquement en utiliser 6 par joueur. Donc niveau rejouabilité, c'est absolument impressionnant. En plus, selon comment vous agencez les cartes entre elles, ça va jamais donner le même effet, jamais le même feeling entre 2 parties. Bref, c'est vraiment un jeu, on a envie d'y rejouer immédiatement, et c'est d'ailleurs pas mal ce qu'on a fait. Côté direction artistique, pareil, j'étais pas excessivement fan au départ, mais finalement, en voyant les cartes de plus près, je dois avouer qu'elles ont vraiment leur charme. Chaque illustration est différente, c'est des animaux super mignons qui sont dans des situations un peu rocambolesques. Bref, on passe vraiment un bon moment à jouer à ce jeu. Vous avez aussi l'avantage qu'il soit dans un format assez petit, donc vous pouvez le transporter partout avec vous, puis son prix mini est vraiment très attractif. Je vous encourage vivement à essayer Bestial en guerre si vous en avez l'occasion. Bonjour à tous et toutes, ça me fait plaisir de me retrouver une fois encore dans la vidéo coup de cœur du professeur Board Game, que je salue d'ailleurs. Je salue Clank aussi. Encore une fois, je me promène dans mon quartier, je découvre des murales super chouettes et je vous présente mon coup de cœur. Et mon coup de cœur ce mois-ci, je sais, j'arrive après la guerre, mais j'y ai finalement joué. Les occasions s'étaient présentées, mais ne se sont pas concrétisées. Et j'ai finalement joué à Ark Nova. Donc, si jamais, comme moi, vous êtes des retardataires et que vous n'y avez pas encore joué, le concept d'Ark Nova, c'est qu'on doit gérer notre zoo tout en équilibrant l'attrait des visiteurs pour notre parc et la conservation de la biodiversité. Donc, c'est un jeu très simple, je mets des guillemets, parce qu'il n'y a que quelques actions qu'on peut faire dans le jeu, mais avec une grosse richesse, une grande rejouabilité. Il y a beaucoup de cartes pour
pour faire simple, si vous connaissez Terraforming, ce serait probablement un des meilleurs comparatifs et je suis grand fan de Terraforming, donc avec raison, j'ai quand même beaucoup apprécié, quoique Terraforming garde une place particulière dans mon cœur. Bref, donc voilà, donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'essayer, je vous invite à le faire. Ne vous laissez pas rebuter par la boîte que je trouve pas très jolie. Le jeu est vraiment sympa et offre des belles possibilités stratégiques d'une partie à l'autre. Donc voilà, donc c'était mon coup de cœur du mois et je vous souhaite de bonnes découvertes avec les coups de cœur qui s'en viennent. À la prochaine! Bonjour, mes trous de mémoire, c'est Vince. Ben, merci Dave de m'accueillir dans ton coup de cœur du mois d'août 2022. L'été se termine, on a joué à beaucoup de jeux dans le mois d'août, mais celui qui a retenu mon attention, c'est vraiment là, j'ai adoré ce jeu-là, Reef Encounter de Monsieur Richard Breeze. Richard Breeze, c'est l'auteur derrière la série des Keys, Keyflower, Keeper, etc. Et ben ça, c'est un de ses pas un de ses premiers jeux, mais ça a été fait quand même assez tôt dans sa carrière et certains vont dire, dont moi, que c'est vraiment son magnum opus, son meilleur jeu qu'il a produit. Pourquoi? Ben parce que ça sort complètement de l'ordinaire. C'est un thème très, très, très sauté, très particulier, puisque les joueurs vont devoir construire des coraux à partir de tuiles de différentes couleurs et le but, en fait, c'est de faire un corail très, très gros, très, très large pour que au début de tour, on puisse le manger avec notre poisson perroquet. La petite twist, c'est qu'évidemment, bon, on peut pas faire ça sans se faire un petit peu bardasser par les autres. Donc, les autres joueurs vont pouvoir réduire la grosseur de son corail, ce qui va affecter en fait le nombre de tuiles que l'on va manger. Les tuiles en fin de partie vont compter pour un certain nombre de points, dépendamment ici d'un petit système économique vraiment, vraiment génial qui détermine aussi quelle tuile a le dessus sur quelle autre. Et finalement, ben, on a ce système-là, en fait, de choix de différentes tuiles qui est sublime. C'est un jeu qui va être relativement facile à comprendre. C'est quand même accessible. Pas de petits points de règles puis de choses vraiment, vraiment particulières à comprendre. Mais c'est vraiment dans son ensemble que le jeu est extraordinaire. C'est sublime. Des joueurs qui adorent ce jeu-là ont des trentaines et des trentaines, des cinquantaines, des soixante-dizaines parties, des septantaines parties, hein? Donc c'est un jeu qui a beaucoup de rejouabilité et ben moi ça a tombé vraiment dans mes cordes. J'adore ce jeu-là. Pas fait pour tout le monde, mais quand même un petit côté euro là, très 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 interactif que j'aime beaucoup retrouver dans ce genre de jeu-là. J'espère vous avoir donné d'ailleurs l'envie d'y jouer. Puis merci de m'avoir écouté et ben on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. What's up guys, Lydia de Madame Meeple et aujourd'hui mon coup de cœur pour le mois d'août, je vous parle de Fife. Fife est un jeu pour 2 à 5 joueurs, je sais pas pourquoi ils n'ont pas écrit 1 à 5 joueurs puisque c'est un jeu qui est complètement soloable. La boîte indique des parties d'à peu près 30-45 minutes et pour les 10 ans et plus. Le public cible en fait pour Fife à mon avis c'est les amateurs de placement de tuiles, style Calico, en fait, vraiment, où chaque placement va être crucial, puisqu'on essaie de rencontrer certaines caractéristiques, certaines exigences afin de marquer des points, tout comme dans Calico. Donc ici, on a notre sac qu'on va venir piger des jetons et apposer sur notre plateau personnel. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à la plupart des placements de pions, de jetons, de tuiles dans le genre, les contraintes, en fait, les exigences qu'on va venir vouloir rencontrer tout au long de la partie, vont être ajoutées au fur et à mesure que la partie va avancer. Donc, elles sont pas mises dès le début. Donc, ça laisse une certaine lassitude, en fait, une flexibilité où on peut venir placer graduellement nos jetons et essayer de s'aligner un peu pour faire quelque chose qui a de l'allure. Mais il y a quand même un facteur chance puisqu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va piger. Donc, ceux qui aiment pas ça, ce facteur chance-là, c'est peut-être pas pour vous. Il y a aussi des petits pouvoirs spéciaux qui vont être derrière les jetons coquillage qu'on va piger, qui va permettre à tous d'utiliser un de leurs pouvoirs coquillage. Et ceux qui ne seront pas utilisés vont marquer des points à la fin de la partie. La partie prend fin lorsque les 25 jetons de notre plateau individuel sont placés, donc 25 tours, 25 piges. On calcule alors les points et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur. Il y a aussi des bonus de points pour ceux qui réussissent en premier certaines exigences, d'autres bonus pour lorsque tu réussis à compléter, à combler 2 ou 3 ou 4 exigences d'un seul coup en posant un seul jeton. Donc,
manière de faire un petit combo sympathique. Bref, Five, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ceux qui aiment les placements de tuiles comme moi, qui ça leur dérange pas la chance et qui veulent se casser la tête sans trop passer d'heures sur un jeu, seront comblés avec Five. Donc sur ça, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous les minous! Salut les gamers! Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur avec LP parce que on a le même coup de cœur, fait qu'il y a aussi bien en parler. On n'est pas sûr à 100% encore, mais on a un bon feeling. C'est ça. J'ai mis les œufs dans le même panier, ou les rats plutôt dans le même panier. Ah, ouais, ça c'est confirmé. Et voilà. Donc, je te laisse nommer le jeu. Notre coup de cœur pour le mois d'août, c'est Oathsworn. On a fait déjà les 6 premiers chapitres de cet énorme là, jeu. Des énormes boîtes, j'ai sorti le artbook pour montrer le visuel du jeu. Ah, mais c'est super beau. Ah oui. C'est un jeu en fait narratif, fait qu'on a comme une portion narrative un peu à la livre dont vous êtes le héros. On va se promener dans une ville ou dans quelque part avec nos personnages. On va prendre des décisions, on va lire des trucs, on va faire des choix selon ce qu'on veut faire avec nos personnages. Ça peut nous faire des jets de compétences ou des jets de combat aussi pendant la partie narrative. Qui vont influencer ce qui va un peu arriver ou les jetons qu'on va gagner ou les blessures qu'on pourrait subir avant d'arriver à la deuxième phase du jeu, qui est LP, la deuxième phase. La deuxième phase du jeu, là, on est dans un combat contre un boss, contre une créature parfois gigantesque, pas nécessairement, qui vient des fois avec des minions, avec des subalternes, mais pas toujours, qui a une intelligence, une façon de fonctionner, là, j'allais dire une intelligence artificielle, mais c'est peut-être pas tout à fait ça, mais qui a une façon de fonctionner puis une façon de l'approcher qui est unique. Puis là, on tombe dans le gros boss fight, là, le gros Ameritrash. Il y a quand même des idées très intéressantes dans le jeu au niveau du boss fight. Fait qu'il y a la partie boss fight qui est assez classique de ce genre-là, c'est-à-dire qu'il y a un deck de cartes de l'ennemi, qu'on va révéler des cartes à chaque fois qu'il s'active. Puis chaque ennemi fonctionne vraiment très différemment les uns les ennemis fonctionnent très différemment les uns les autres, fait qu'ils ont un feeling vraiment différent, puis on les approche pas de la même façon. Mais il y a la partie que le joueur contrôle, qu'est-ce qu'il fait pendant son tour, que c'est quand même assez original dans ce genre de jeu-là aussi. Parce que dans le fond, chaque joueur va avoir une main de 7 cartes, puis il va avoir 4 positions de cooldown ou de repos de cartes autour de son plateau de joueur personnel. Puis quand il va jouer une carte, ça va s'en aller dans une de ces 4 positions de cooldown-là. Mais il n'y aura pas d'effet de cascade qui va se faire. C'est-à-dire que si je joue une carte dans la position 2, elle reste là. Si je rejoue une autre carte dans la position 2, la carte qui est dans la position 2 s'en va à la position 1. Mais s'il y avait une carte qui était déjà dans la position 1, elle reste là. Fait que je suis rendu avec 2 cartes dans la position 1. Puis si plus tard, je joue une carte dans la position 1, les 2 cartes sont dans la position 1, vont dans la position 0, puis au début du prochain tour de jeu, je vais les récupérer dans ma main. Fait que je vais avoir à gérer mes 7 cartes pour toujours avoir quelque chose à faire en main à mon tour. Chaque carte utilise de 2 façons pour son effet offensif, pour son effet défensif. Puis les personnages comme les boss sont très différents les uns des autres. Il y avait vraiment quelque chose de différent. Puis c'est le fun quand on réussit à... C'est le genre de jeu que tu peux faire quelque chose de brillant dans ton tour de jeu, de très tactique, de dire si tu te positionnes là, puis je vais là, je vais faire une affaire, je vais rouler sur le dos du monde, je me ramasse de l'autre bord. Ça va te permettre à toi de faire ça, je vais te donner un jeton de reroll. Fait que ce côté-là est très, très satisfaisant. Et la façon dont on gère tous les jets dans le jeu, c'est un système de push your luck. Ouais, c'est soit avec des dés qui sont très hasardeux, ou on peut aller avec des decks de cartes qui ont à la base la même distribution que les dés, sauf que plus on avance dans le deck de cartes, ben là, les distributions vont être changées selon les cartes qui sont sorties. Il faut déclencher des effets pour rebrasser des decks de cartes. Fait qu'à un moment donné, on peut voir qu'il reste tant de cartes qui affichent 2, 3 cartes dans ce deck-là. Fait que j'ai plus de chances si je vais piger des cartes dans ce deck-là que si je roule des dés. Mais pour chaque dé ou carte que tu piges, c'est toi qui décides si tu piges un dé ou une carte. Fait que tu peux mélanger. C'est un jet de 5 blancs à faire. Ça peut être 3 dés, 2 cartes, 3 dés, 4 cartes, 1 dé, c'est toi qui décides. Fait qu'il y a un beau calcul mental à faire avec les probabilités. Pardon. Puis c'est un jeu qui va plaire, je pense, à des gens qui aiment calculer ce genre d'affaires-là. Moi, j'aime ça. Ouais, c'est ça le fun. Les statistiques, ceux qui aiment les statistiques dans les jeux, ouais, c'est un petit quelque chose, ça. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup le côté tactique, le côté épique aussi. Oui. On sent que la bataille, c'est quoi de gros. Souvent, les monstres sont énormes, pas tout le temps, là, mais ils ont un petit feeling épique. Les combats sont difficiles, honnêtement. On joue comme à easy, puis on se creuse la tête pendant un combat. On a eu des aventuriers qui sont... puis on a eu des aventuriers qui sont tombés au combat, puis on a eu des morts. Puis il y a un moyen de jouer avec le fameux permadeath. Puis j'irais jusqu'à dire que le côté épique est
il est enrichi par le fait que dans la partie narrative du jeu, fait que le premier 45 minutes d'une soirée de jeu, tu as des choix difficiles à faire. Tu vas avoir dans tous les scénarios, il y a un moment où on va te dire OK, là, on était en train d'enquêter sur X, puis éventuellement, on découvre quelque chose. Puis là, ils vont te dire est-ce que tu veux finalement dévier puis aller faire Y ou tu veux continuer d'enquêter sur X? Et on t'avertit, tu pourras pas faire les deux. Ouais, puis les deux choix, t'es comme je veux faire les deux. Non, tu peux pas. Je veux faire les deux, là. Fait que, tu sais, des fois, tu as des choix déchirants, puis au niveau narratif, tu as des choix très déchirants des fois. Il y en a un, entre autres, on est resté surpris. Ouais, c'est on est à faire OK, il faut choisir ça là. Ouais, c'est que ça aide dans ce genre de jeu-là. Tu as besoin d'un jeu qui t'amène des choix difficiles. Là. Parce que la partie narrative, on se le cachera pas, est narrativement intéressante, mais mécaniquement, elle n'est pas renversante. Non, c'est ça. C'est une affaire qu'on a déjà vue, là, tu sais. C'est ça. C'est juste que comme la narration, à mon sens, à moi, était tellement efficace qu'elle est quand même agréable à faire, cette partie-là. Puis là, après, tu arrives, puis ça te prépare, ça te met la table dans la partie narrative, tu vas entendre parler du boss que tu vas affronter, du monstre que tu vas affronter. Des fois, tu vas trouver de l'information dessus, puis là, quand on finit par le révéler, on fait comme OK, là, on est prêt, là, on s'est préparé, on a trouvé... Ouais, puis tu peux choisir tes cartes en conséquence aussi, tu sais, parce que tes 7 cartes, tu vas en débarrer des nouvelles. Fait que là, OK, tel boss, il y a des minions. OK, fait que je vais prendre mon attaque qui attaque une zone ou plusieurs cibles ou des trucs comme ça. Fait que tu peux te préparer en conséquence. C'est très cool. C'est un super beau jeu. On a quand même déjà 6 scénarios de fait sur les 21 de la campagne. Là, mais à chaque... On soulignera quand... Oui, vas-y. À chaque combat, on est comme surpris de voir c'est cool comment il marche ce boss-là. Il faut le thématique. Fait que vraiment des belles idées dedans. Là. Oui, puis j'ai trouvé que, contrairement à d'autres jeux, puis c'est pas nécessairement, c'est ni une qualité ni une défaut, juste le savoir. Contrairement à d'autres jeux qui ont voulu être extrêmement ambitieux, lui, c'est 21 parties. C'est un grand nombre de parties, mais c'est quelque chose qui est réaliste à faire. C'est pas un jeu que c'est 74 scénarios à faire pour passer au travers avec 450 heures de jeu. C'est un jeu que ça va être 21 parties de, on va dire environ 2h30, 3h par partie. Et ceux qui sont intéressés spécifiquement par l'aspect boss fight, qui ne veulent pas trop toucher à la narration, il y a une façon de résumer toute la partie 45 minutes de narration, de la faire en 5 minutes. Ouais. Juste faire quelques jets de dés, puis de faire ce qu'ils appelle le Instant Action Mode, où on s'en va directement dans l'action, on va lire une petite page de narration de 5 minutes, on va faire 2-3 jets qui vont nous faire grosso modo, de façon extrêmement rapide, prendre les mêmes choix qu'on aurait pris si on avait fait la partie narrative, puis on se plonge immédiatement dans l'action. Puis les batailles sont pas si longues que ça. Les batailles sont 1h30 à peu près, 1h15, 1h30, 2 heures, mais ça serait bien. Ça. Mais tu sais, avec un 45 minutes de scénario avant, là, on parle de parties de 2 à 3 heures, mais si on fait juste la bataille de boss, c'est pas si long que ça. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un très très beau jeu. Son défaut, il sera pas trouvable, mais... Puis je rajouterais qu'il prend de la place dans une galaxie. Ouais, c'est assez énorme. C'est 4 énormes boîtes de jeux. Ça devrait revenir en socio-financement si c'est un jeu qui vous apparaît le fun ou que vous voulez vous procurer. Fait que surveillez ça dans les prochains mois. Donc, Oathsworn Into the Deepwood, qui est notre coup de cœur du mois d'août. Un excellent jeu. Merci beaucoup à toi, LP. Merci de l'invitation. Et merci à tous nos autres collaborateurs et collaboratrices pour les coups de cœur. C'est toujours le fun à chaque mois que vous preniez de votre temps pour pouvoir partager votre coup de cœur avec tout le monde. Donc, un gros merci encore une fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donner la question du jour, participer au concours du lundi pour le mois de septembre 2022, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Quator, le jeu de cartes, une belle petite nouveauté québécoise. Donc la question du jour, c'est tout simplement quel est votre jeu coup de cœur du mois d'août, donc du dernier mois. Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous supporter, vous pouvez aller sur notre campagne Patreon, ce qui pourrait aussi vous donner accès à notre serveur Discord. Yes. Donc, on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer. Ciao.